Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je passe la porte du Sing Sing, avant même que les conférences et les séminaires commencent, j'ai déjà une montée de joie, d'excitation, de savoir, d'inspiration même déjà, avant même d'avoir reçu des informations, d'avoir intégré. Je suis déjà dans cet état de plénitude, de joie. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Et ça me fait vraiment très très chaud au cœur de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses ce soir. Je refaisais le point hier sur tous les événements qu'on a fait avec Sigma. On en a fait plus d'une centaine. Ça a commencé dans une toute petite salle où, comme on disait il y a quelques secondes, on était 10. Et même quand on était beaucoup, il y a des gens, ils étaient obligés d'être dehors, regarder par la fenêtre pour pouvoir assister aux conférences. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir investi de l'énergie, d'avoir continué, d'avoir fait grandir l'équipe. Aujourd'hui, on est 15 étudiants et chiropracteurs qui s'investissent, qui mettent de l'énergie pour pouvoir avoir des événements de cette qualité-là et de cette ampleur-là. Et c'est aussi grâce à vous. Notre but, c'est de vous inspirer, c'est de vous servir, c'est de connecter avec vous. Et quoi de mieux qu'une conférence? En plus, on a vachement de chance dans la chiropratique, c'est qu'on peut être très très proche des top levels. Et je pense que Jérôme en fait partie, donc je suis très très heureuse qu'il soit là avec nous ce soir. Et je vais vous inviter tous et toutes à fermer les yeux, à bien ancrer vos 2 pieds dans le sol. Et on va juste prendre une grande inspiration tous ensemble. Et souffler. Et ramenez vraiment toute votre attention, toute votre énergie ici ce soir. Parce qu'on va voyager, parce qu'on va apprendre de nouvelles choses. Donc, ouvrez tous vos sens et laissez-vous épater. Merci à tous, merci tout le monde pour votre présence. Je pense que les premiers que vous pouvez applaudir ce soir, c'est vous, parce qu'on n'a jamais vu un séminaire, une conférence de Sigma aussi complète en présentiel. Donc franchement, merci. Je voudrais que vous applaudissiez encore. Merci à tous. Merci de votre venue et de votre présence pour donc, le séminaire Sigma. Le thème du séminaire, ça va être la chiropratique et les neurosciences. Et pour ça, quoi de mieux que de faire venir un des plus grands chiros à l'heure actuelle, qui est Jérôme Poupel. Merci Jérôme de ta présence. Et on aura Heidi Avik. On a préféré pas faire un zoom en live pour pas qu'il y ait de problème. Donc elle nous a fait une vidéo spécialement pour ce soir, qui sera passée là, diffusée, sous-titrée pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc on aura aussi Heidi Avik qui est, elle aussi de son côté, la plus grande chercheuse chiro au monde actuellement, qui est quelqu'un dont on entend peu parler, mais qui a fait beaucoup de choses pour la profession. Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent ce bouquin qui est The Reality Check. Donc ça date de 2014. Ça fait déjà plus de 10 ans que tout ce qu'elle a écrit à l'intérieur peut se lire et pourtant on n'entend pas forcément beaucoup parler. C'est déjà incroyable de lire ça, donc si vous pouvez vous le procurer, procurez-vous-le. Et ensuite, elle a fait beaucoup de recherches et dernièrement avec Jérôme. Donc c'est pour ça que cette soirée dédiée à la chiro et aux neurosciences réunit ces 2 personnes-là. Donc moi, j'ai un petit peu la lourde tâche d'introduire ces 2 monuments de la chiro. On ne se rend pas compte parce que là, c'est des gens qu'on voit en vrai. On est là tous ensemble, on est à côté de l'école, ça peut paraître un peu facile. Voilà, on vient, c'est Sigma, on passe la porte du Sing Sing, on a accès, c'est gratos. Mais il faut bien vous rendre compte que c'est des gens qui sont vraiment mondialement connus, qui ont des parcours incroyables de vie, des parcours de chiro incroyables, qui ont fait leurs études à l'autre bout du monde, qui ont travaillé dans différents pays avec les plus grandes stars, en tout cas pour ce qui concerne Jérôme, dans le sport de haut niveau, dans la Formule 1, dans le rugby international, pour ceux qui suivent un petit peu, qui s'intéressent au rugby, les tops du rugby, c'est les All Blacks. Jérôme, il était chiro des tops du rugby qui était pendant la Coupe du Monde en préparation. C'est, pour ceux qui aiment ça, quelqu'un qui a pu ajuster Dan Carter, donc ça a été un des meilleurs joueurs du monde de tous les temps, etc. Et c'est que des gens comme ça qu'on essaye de
de ramener, et ça peut paraître un peu paradoxal qu'il soit aussi accessible. Mais souvenez-vous-en, c'est vraiment une chance et on est tous ravis d'être là pour profiter de ça. J'ai écrit quelques lignes, je vais lire un petit peu d'un passage d'un bouquin de B.J. Palmer qui écrivait déjà en 1920 « L'art et la science n'ont d'ennemis que les ignorants ». Donc l'idée ce soir, c'est de vous donner le maximum de pistes pour creuser par vous-même et de savoir, parce que le gros problème de la chiro, en fait, c'est l'étroitesse d'esprit qu'il peut y avoir dans certains cas. Et l'idée, c'est d'ouvrir au maximum. Et on est tous ici, beaucoup en tout cas sont étudiants à l'école de chiro. Le paradoxe qu'il y a, c'est que cette formation est presque l'école en elle-même et les personnes, ce dont elles ont le plus besoin, l'école de chiro, c'est de la chiro elle-même. C'est de la chiro, c'est de ses valeurs, c'est de ses principes. Et nous, avec Sigma, c'est ça qu'on cherche à vous transmettre et au travers de faire des conférences comme ça, ben, on est obligé de réfléchir et d'avoir des choses à dire. Donc ça nous fait travailler aussi et c'est vraiment pour élever la profession. Ce n'est pas pour nous servir nous ou pour être là présent, c'est vraiment pour les valeurs et pour transmettre tout ce message. Valeurs chiro qui sont, à mon sens, n'ont jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Je vais vous faire donc cette petite lecture sur quelques passages d'un bouquin de B.J. Palmer de 1920. Et après, on fera le parallèle avec ce que dit Heidi et on écoutera sa vidéo. Et après cette vidéo de 15 minutes, on aura Jérôme qui vous fera son speech et qui nous racontera ses histoires, qui essaiera de nous captiver. Donc soyez bien ouverts. Ça peut faire un petit peu mal à la tête parce que ça étend le cerveau. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on est sorti de la boîte, on ne peut plus trop rentrer dans quelque chose de fermé. Donc, ouvrons nos esprits ce soir. B.J. Palmer, donc c'est un bouquin que je suis tombé sur ça ce matin en préparant la conférence et j'ai été bluffé. C'est un livre qui s'appelle Science of Chiropractic de 1920 et il écrit dans ce livre les fondements de la profession. Il dit « Aucune profession n'est plus noble et n'offre autant d'opportunités de faire le bien que la chiropratique ». Déjà, ça, c'est une base. Jean-Paul Pianta disait, moi je ne l'ai pas entendu en vrai, mais certains ici oui, vous êtes et vous avez choisi le meilleur métier du monde. Et déjà, les Palmer disaient ça à l'époque. Il dit des choses aussi, au début, en fait, il y a plein de citations qui sont que des punchlines, donc c'est super à lire si vous avez accès à ça. Il dit « Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont tout essayé pour les soins, alors qu'en réalité, ils ont essayé que des médicaments ou des prescriptions. » Donc vraiment, si on veut creuser, il y a plein de choses à faire et ça, Jérôme va nous en parler, au-delà de la simple médication. Il disait aussi « Why not learn to adjust the subluxation and help the disabled ?» Donc pourquoi pas juste apprendre à ajuster les subluxations pour aider les gens. Ça, c'est ce que Heidi va nous enseigner. Il disait aussi « Les chiropracteurs trouvent les subluxations qui causent des fonctions anormales. » Donc ça peut paraître un langage un petit peu philo, un peu ouais, mais subluxation, on ne sait pas trop ce que c'est, pas trop si ça existe, c'est très décrié. Ce qu'on nous dit, c'est très décrié. Mais la réalité dans le monde, c'est que ce n'est pas du tout décrié. Il y a des définitions scientifiques et des cadres scientifiques de la subluxation vertébrale, chiropratique. Et c'est ce que Heidi nous explique dans ses études, dans ses recherches. Donc la pointe, vous avez déjà entendu parler tous de neurosciences, c'est peut-être ce mot-clé qui vous a fait venir aujourd'hui. Mais la pointe de diamant des neurosciences, ce n'est pas les neurosciences cognitives, comportementales ou des choses qu'on peut étudier. C'est déjà les Palmer qui écrivaient ça en 1920. Et en fait, c'est les chiros qui sont à la pointe de ça. C'est juste qu'on n'a pas forcément toutes les clés, tous les outils pour comprendre ce qu'on fait. Et c'est ce que des gens comme Jérôme et Heidi nous apportent en fait. Donc dans son bouquin, là, Heidi Avik a dit en 2014, la subluxation vertébrale, ça se produit lorsque certains des muscles attachés aux vertèbres sont tendus en raison de diverses causes, incluant des blessures, le stress postural ou la surutilisation. Elles sont généralement sensibles au toucher et causent de la douleur lorsque la personne se déplace dans certaines directions, certains mouvements. Elle a fait une étude en 2021, je vous invite à la voir, qui s'appelle « The Contemporary Model of Vertebral Column Joint Dysfunction » et l'impact de l'ajustement là-dessus. Et on se rend compte que ce qu'elle dit, c'est que la subluxation, c'est un problème de contrôle moteur central. Donc c'est ni plus ni moins, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la 4e année, que le SMCD qu'on apprend à l'école.
ou alors une douleur, un défaut de tension du muscle, un défaut de tissu mou. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est abstrait, ça existe dans la littérature scientifique. Il y a Copperstein 2010, 2013, Orteal 2019, Niazzi et al 2015 qui ont défini ça. Et la subluxation vertébrale, tenez-vous bien, c'est un terme qui est reconnu comme une lésion biomécanique de la colonne vertébrale par WHO, par l'OMS, en 2005. Donc il y a une définition validée par l'OMS de la subluxation vertébrale, scientifique. Donc c'est pas du tout des concepts philo poussiéreux, quoi. Et c'est reconnu par The International Classification of Disease, l'ICD, qui classifie toutes les maladies. Aux États-Unis, ça permet de suivre les prescriptions, de suivre les remboursements. Et il y a une fiche qui est la M99.1 qui s'appelle The Subluxation Complex, Vertebral Subluxation Complex. Donc il y a une définition scientifique et légale de toutes ces choses-là. Et Heidi va nous en expliquer un peu plus. Et ensuite, je laisserai la parole à Jérôme pour nous raconter toutes ces histoires autour de sa recherche et son approche de la subluxation, qui est la base de la profession et qui devrait être notre seul point d'intérêt, qui est déjà très large. Merci à tout le monde pour votre attention et bonne écoute, bon visionnage. Hi guys, it's Heidi Horvick here, speaking to you from New Zealand. I wish I was there with you and learning from Jerome myself. He's absolutely awesome. I hope you have a great time. Anyway, Jerome's asked me to put together just a brief rundown on what we did in our study and just to give you some idea about what we found over the 4 weeks of Jerome's care. So I'm going to do that. First and foremost, big thank you to Jerome and to the Duke of Bedford. Without these gentlemen, obviously this study wouldn't have happened. We got a lot of funding from the Duke of Bedford and Jerome to be able to send the research team over to the UK to collect this data. So really awesome. So the project itself was all about characterizing this brain activity, the changes over 4 weeks of chiropractic care. Never been done before. Most of the brain changes we've ever looked at in the past have been pre and post like 1 day. So we did that as well with Jerome. So we're looking at pre and post 1 day, but we're also looking at pre and post 4 weeks and looking at some clinical outcomes to see, do these brain changes reflect positive outcomes in people. So we were looking at SEPs, somatosensory rate potentials, but also just resting EEG or electroencephalography. And we could do source localization because we've got really good equipment now, so we can calculate exactly where in the brain these things take place. Also want to acknowledge my research team, really important. There's a whole team behind me. It's not just me doing this collection and analysis and write-up. So particularly want to mention Nitika Kumari, Imran Amjad, Osman Ghani, Kelly Holt, and Imran Khan Niatsi. Without this team, there's no way we would be doing that. And this is some of the core people from the New Zealand College of Chiropractic Centre for Chiropractic Research. So here's Jerome in New Zealand in my lab, and you can see my messy lab. And basically we took a lot of our equipment and we went over to Jerome's beautiful clinic in Henley-on-Thames and turned it into a messy lab over there. It was good. It was good fun. A couple of months started recording because you can't obviously start all your people all at the same time. Anyway, this is the same study that Jerome and I talked about on the Russell Brand Show, so do check that out. If you haven't seen that on YouTube yet, do check that out. So one of the key things that we were really interested in doing is specifically looking at this one particular brain network called the default mode network. So just in case you've never heard of this triple brain network, there's three networks, and a network is really just a sort of select regions of the brain that talk to each other about a particular conversation. And there's three main networks that we are consciously aware of. There's many more networks than this, like you've got a whole lot of sensory networks, like there's networks that deal with sound, there's networks that deal with vision, there's networks that deal with some of the sensory input and so on and so on. So all the sensory networks, and you've also got sensory motor networks, which is really the same as the sensory networks, but there's now an outcome. So there's an output, there's an effect. So the brain's thinking about all the sensory input, and then it might send messages out to muscles or glands or whatever to make changes. But you're not normally aware of the sensory networks, and the sensory motor networks. But what you are consciously aware of is these three, the triple brain network, the default mode network, the salience, and the executive network. So
if you're paying attention to a task, there's a whole lot of regions in the brain that are involved in that, and that's this central executive network. So it's if you're doing something, you're focusing on something, solving a problem, making decisions, paying attention to something, like for example, even listening to this talk now or listening to Jerome, you'll be activating your executive network and you're consciously aware of what you're experiencing when you're paying attention to a task. If the fire alarm went off, your salience network would kick in because it's sort of like our threat detector, monitoring internal and external symptoms. And if there's anything that's really important for you right now, homeostatically, like to be able to live and survive, it sort of directs attention. So if there's something really important, urgent for your survival, the salience network kicks in. But if you're safe, you're not paying attention to something, then your default mode network kicks in. So this is all about the story that the brain creates for ourselves about who we are. So it's a lot of paying attention internally. Who am I? What's going on? My past, my present, my future. How am I feeling? How am I thinking about myself at the moment? How do I fit into the world? All of that's within our default mode network. So in the background, your brain's got lots of these sensory networks going on, lots of them, sensory motor networks. It's picking up on everything going on outside your body, everything that's going on inside your body, and it creates all these different maps within the brain. And it takes into account past experiences and expectations for the future, particularly when you're in your default mode. But these sensory motor networks as well, they're creating these maps about what's going on. And what we've learned from a lot of research over the last 25 years is that the little stretch receptors in all our muscles are always talking to the brain so that the brain knows where everything is in space. And in particular, these stretch receptors from the deep muscles close to the spine and skull are really vitally involved in how the brain knows where the core of the body is. Super important. It's basically these guys dysfunctioning play a key role in what happens when the spine's not working very well, and that makes it much harder for the brain to create all those other maps that I talked about earlier. But anyway, that's another talk. So we were specifically looking for this default mode network conversation. That's what a network is. It's these regions of the brain. So here we're talking about in particular the prefrontal cortex and cerebellum. We've known for the last 25 years that we know when we check and adjust spines, we know we change processing in the prefrontal cortex and the cerebellum, so it's why we were particularly interested in this default mode network. But it's not just the prefrontal cortex and cerebellum, it also involves other areas like the precuneus, the posterior cingulate cortex, part of the hippocampus and the parahippocampal areas, and also the inferior posterior parietal lobes. So these are the regions in the brain that we know have conversations. This is specifically what we're looking for. So anyway, over the 4 weeks, our control group, they didn't change in any of their clinical outcomes, but the chiropractic group had a significant improvement in their quality of life overall, and in particular improvement in their physical function. So they felt physically better, but they also, really cool, felt less depressed and less anxious and less fatigue. That's a really big deal because there's not many clinical trials that have looked at depression, anxiety, and fatigue before. So that to me is massive. And this is with Jerome. When he does what he does, these people felt a lot better. Plus, they also had obviously less pain. A lot of these guys had reoccurring ache, pains, and tension in their spine, so they fit into the category of chronic pain. And again, over the 4 weeks, less pain interference, and less pain intensity. And boy, did Jerome manage to get changes within their brains. This is where it was really remarkable. I mean, every one of these dots and every line, that's areas in the brain are having a different conversation. If it's pink, it's gone up. If it's blue, it's gone down. So there was less conversation between the lateral orbitofrontal and the posterior cingulate cortex, for example, or the medial orbital frontal and the precuneus. Again, there was a decrease, but there was an increase in the anterior cingulate and the parahippocampal cortex. And there was an increase between the medial orbitofrontal and the isthmus cingulate. So, I mean, unbelievable, right? And that's just after a single adjustment session. And then again, these
these changes after 4 weeks of Jerome's care, right? So I have spent the last 8 to 9 months of my life studying every one of these dots, so every region of the brain that he changed, and particularly the connection between, so every line as well, right? So it's been a hell of a lot of work, but so super interesting. So I thought I might give you just some ideas about what this means. Oh, also I've got to show you the resting state EEG. So again, no changes in the control group, but these real significant changes in the resting EEG within the default mode network again, pre and post a single session on the left, and then pre and post the 4 weeks of Jerome care on the right. So I'll give you an idea about what some of these findings mean, just so that you've got some idea. So here's an example. So again, after the first session with Jerome, there was a decrease. This was in the SEP starter, so picking up on somatosensory processing, and then what do you do about that? So in particular with the SEP starter, there was a decrease in the medial orbitofrontal on the right side and the left precuneus. So why is that so cool? Well, the left precuneus is all about self-awareness. It's literally the hub of self. The precuneus on the posterior cingulate, it's all where, who am I? How do I fit into the world? Who am I compared to other people? Another really interesting thing about the precuneus is we know this part of the precuneus, the anterior precuneus, is literally the hub of the body schema. So what's going on inside my body? So no wonder there's a massive change if we've just adjusted the spinal. If Jerome's done, whatever Jerome's done, he's managed to get this massive change in, and obviously the way the part of the brain that constructs this map of what's going on in the body, it changes. So he's changed it. And this is immediately. This is after the first adjustment. We know from previous research that also this particular region tends to be quite increased in disc herniation patients. So very interesting, because Jerome is getting a decrease in it. And they've also shown in another study, this is an fMRI study, that there's a decrease in this area following spinal manipulation. I can't say anything else other than that because I don't really know. This was done in somewhere else. They also had a change in this area. But anyway, so why is the medial orbitofrontal cortex cool? Well, because this is very much to do with processing our own emotions. So it's very much to do with our own beliefs, intentions, desires, hugely impactful for our mental health. It's all about what's going on inside us, and part of that construction of that narrative sense of self. So it's literally Jerome's getting into their brains and changing the way they experience who they are. I mean, it's quite remarkable. We also know that this medial orbitofrontal is involved in people with depression. So, and it's also part of how we imagine our future. So again, that goes hand in hand with depression, because obviously if you're thinking very negatively, it will also impact your future as well. So what we interpret this, for example, just these two dots and this one line to mean is that Jerome's changing the body schema as well as the external world schema, because it's also multimodal integration that's going on here with these two parts of the brain. So, I mean, I've called it from spinal adjustments, but you've got to interpret that as from Jerome doing what Jerome does. I can't write what Jerome does in the research article because I don't know, which is why we've just said, from spinal adjustments here. But he's literally not just changing the body schema with his
first session, but he's changing the way that these people, their mental state, their constructed sense of self, how they think and feel about themselves from that single first session with Jerome. I mean, unbelievable. Here's another example. So this is again after the first session. This is the resting EEG data. So again, we're getting, in this case, it's again an increase in the alpha frequencies between the right parahippocampus and the right posterior cingulate, and also the left parahippocampus and the right medial orbitofrontal. So they're both changing with this parahippocampus, and the parahippocampus is all our memory formation and retrieval, and you can change memories, right? So, and I also think that like people develop these like things get stuck in the body, that memories from, for example, traumatic experiences or accidents or whatever, but you can actually change these. And this is what's getting quite interesting. The parahippocampus is also highly, highly involved in navigating your environment. So being able to recognize objects in your environment, perceiving the scene around you, and especially, again, back to the memories, the emotional modulation of memories. So again, we just talked about the medial orbitofrontal cortex, particularly involved in your own mental state, your beliefs, your intentions, your desires. You know, what am I thinking and feeling about myself, which are known to be reduced in depression and in disconiation patients. And again, we're seeing an increase, you see, which is, I think it's quite cool. And then the posterior cingulate, again, very much involved, that posterior cingulate cortex, kind of similar role to the precuneus, so very involved in, but again, that environmental navigation, spatial memory, but very much involved in emotional awareness and regulation, and that constructed sense of self, your feelings about and thoughts about who you are and where you fit into the world. See, I mean, it's again, that's just one session with Jerome. And so we're taking this to mean that Jerome's managing to get in here and change this heightening introspection and exteroception. Remember, interoception is the awareness of what's going on in the body, and exteroception is what's going on around you. So that's what I'm talking about, spatial awareness. And then he's changing the way these people are able to think and feel about themselves after that first session with Jerome. Unbelievable. Then we've got just a couple of examples for you after the 4 weeks of Jerome. So again, here's some changes. Really interesting, this was within the posterior cingulate cortex itself. The isthmus cingulate is just the tail end of the posterior cingulate. Very much to do with introspection, self-referential processing, meaning how we think about ourselves and that constructed sense of self. What was really cool here is we were getting changes from the left to the right, very much so the left to the right changes. And what's fascinating about that is I found quite a lot of literature out in the research world that depressed people have real asymmetries between their left and right posterior cingulate cortexes. Now this is really interesting because the people with the most somatic symptoms, so the people with sleep disorders, appetite disturbances, fatigue, loss of energy, and all of that, the worse these symptoms were, the greater the asymmetry in the posterior cingulate's thickness. So I reckon over the 4 weeks, he's literally evening out. Because remember, these guys in the study
they had depression and anxiety and fatigue and sleep disturbances, and so they had a lot of these somatic symptoms, you know. And again, over the 4 weeks, there was a significant improvement in fatigue, anxiety, depression, physical sense of self. And Jerome's managed to get this big shift between the left and right posterior cingulate cortex. I mean, it's just unreal. I just think it's so cool. You know, we used to think of depression as, you know, it was like a psychological thing, you know, and then came the medications, right? So then it was like, oh no, depression is like a lack of serotonin, you know, you had to take drugs. But now the latest 15 years, what they're finding is it's an abnormality in the way the brain talks to itself. And the study shows that when Jerome does what Jerome does, you get a change in the way the brain talks to each other that explains why these guys had less depression, less anxiety, and improvement in energy after the 4 weeks. Which again, really, really cool. And just the last one that I wanted to share with you is this one here, where we showed changes, again in the resting EEG, again over the 4 weeks of care, between the rostral anterior cingulate and the medial orbitofrontal. And this is such a cool thing because, again, you know now, I've talked about this medial orbitofrontal multiple times. It's that processing of our own emotions, our beliefs, our intentions, our desires. It's that creation of that narrative sense of self. We know it's reduced in depression, reduced in disc herniation patients, reduced functional connectivity in depression. We know all of that. What's quite cool about this rostral anterior cingulate cortex, that's that top ball there, is it's all about recognizing and understanding and regulating your own emotions. It's like the part of the brain that appraises the information that's coming from the body and deciding what to do. And then it drives our physical arousal. So it drives the autonomic nervous system. It's very, very involved in a descending pain inhibitory pathway. So it can like literally, and that's usually quite screwed up in people with chronic back pain. And that's what these people that we had were, they were all screwed up in that. So we also know that the anterior cingulate's not just involved in the default mode network, but also very heavily involved in the salience network. So now we want to reanalyze Jerome's data and check out the salience network as well, because we're quite sure we're changing that as well. And we do know that the salience network and default mode network both have massive abnormalities in people with chronic pain, depression, and anxiety. And again, we had an improvement on all of that. So these connectivity changes that we're seeing after Jerome's 4 weeks of care is again most likely showing or reflecting that the changes in the brain that is responsible for the reduction in pain, the improvement in thinking, and the improvement in their own mental state and the improvement in their mood. So basically our brain is constantly scanning our environment, and it's involved in creating your thoughts and your feelings. It keeps tabs on what's going on inside you, and it's constantly receiving messages from all around you and inside you, and it's constantly deciding what to do about it all, even including how to think and feel about it all. And it sends messages backwards and forwards to your muscles and your glands and your organs, telling them what to do and so on and so on. So what's quite clear from this study, which I think is really, really cool, is Jerome's changing the way the brain has these conversations in a way that improves these people's mood, reduces their pain, improves their depression, their anxiety symptoms, improves their energy levels, and literally makes these guys feel better. So I don't know about you, but I think this is pretty cool. So a huge big thank you again to Jerome, the Duke of Bedford, and my research team for making this possible. I could literally spend hours and hours and hours telling you
in far greater detail what we found and what we did and all that. But I hope this gives you a little insight into how cool this study is, and do enjoy. Jerome, I wish I was there with you. Lots of love from New Zealand. Cheers. Hi guys, it's Helen Hurwitz here, speaking to you from New Zealand. I wish... À toi, à moi. On y va? Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour. Bon, merci de m'inviter. Alors, je vais peut-être parler franglais parce que ça fait 30 ans que je suis en Angleterre et j'étais aux États-Unis en étudiant, mais à l'IFAC d'abord, à Atlanta et Marietta. Et en 94, j'ai gradué, donc ça fait 30 ans. Et donc, cette recherche, c'est parce que j'ai voulu apprendre beaucoup de la profession. Donc, j'ai commencé parce que mon oncle Patrick Chausson est chiropracteur et depuis très petit, j'ai été ajusté depuis l'âge de 4 ans ou 5 ans. Donc ça fait partie de ma vie et c'est un homme avec beaucoup de dons et de gaieté, de joie et de talent. Et donc j'ai été ajusté naturellement par quelqu'un de très talentueux, sans me rendre compte parce que c'était ce que je devais vivre en chiropraxie et puis avec une énergie incroyable. Donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai voulu faire chiropraxie. J'étais donc à l'IFEC, j'ai rencontré Gilles Dutheil à cette époque-là et je suis parti aux États-Unis. Vous m'entendez ? Je suis parti aux États-Unis et donc j'ai fait mes études à Atlanta et après à San Francisco. J'ai gradué à LifeWest en 94. Et en fin de compte, très rapidement, j'étais intéressé par tout. Et ça, c'est peut-être un peu la chance. C'est-à-dire que je n'avais pas d'idée vraiment de ce que je voulais savoir. Je voulais tout savoir, le plus possible. Mais j'ai commencé, donc j'étais à Life et donc j'ai vu un séminaire des maîtres Gonstead, Cox, les deux frères, Doug et Alex, un soir à Atlanta dans une sorte de conférence comme ça. Et ils m'ont passionné, donc j'ai voulu apprendre leur méthode. Donc j'avais fait plus de 50 séminaires avant de graduer. 8 à Mandro et les autres. Et en même temps, j'étais passionné par Network, donc avec Donald Epstein. Donc j'avais ça en tête quand j'ai gradué, entre Network et Gonstead. Et j'étais président du club, où j'étais, voilà, des deux, ou voilà. Donc, enfin, sans trop faire grand-chose, mais j'étais là. Et après, en fin de compte, quand j'ai gradué, je suis allé en Angleterre et j'ai commencé et je me suis mis à apprendre les sautis pendant 20 ans. Mais j'ai appris beaucoup avec TBM, avec Dr. Victor Frank, très proche de lui. J'ai beaucoup appris pendant 4 ans. Et quand j'apprenais tout. C'est-à-dire que j'ai peut-être tout lâché pour apprendre ça. Donc c'était très compliqué parce que les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Mais on ne peut pas apprendre un petit peu de quelque chose. Mais en fin de compte, je me dis donc je vais tout apprendre et être capable de tout faire les yeux fermés. Mais à chaque méthode. Donc ça a pris des années. Et en même temps, c'était une passion, donc c'était fun. Mais j'ai fait ça et donc je savais très bien ajuster en Gonstead, le nervoscope, les X-rays. Je connaissais très bien ça et j'ai toujours continué à m'améliorer de toute façon. Mais en SOT, c'était pareil, le crânien, tout. Et j'avais un homme extraordinaire à côté de moi, c'était John Howard, qui est le De Jarnett de nos jours, qui vient de mourir il y a quelques mois, qui aussi m'ajustait et j'étais très proche de lui. Donc c'était assez triste quelque part qu'il parte. Il est mort à Davenport il y a quelques mois, par hasard. Et en fin de compte, c'était un mec très proche de Jean-Pierre Marsman. Ils étaient genre même génération. Et Jean-Pierre dans le problème crânien, TMG, et John Howard était tout crânien, mais surtout le craniofacial torque. Et il a inventé une méthode extraordinaire avant de mourir. Bref, donc chaque personne que j'ai appris, c'était des mecs très forts dans leur méthode. Et quand on est très fort dans une méthode que vous allez choisir, vous serez très fort. Si vous faites un petit peu de tout, ce sera bien d'être intéressé, mais ce ne sera pas peut-être le meilleur. Je conseille d'être très fort dans un truc et de maîtriser. Et les gens viennent vous voir avec cette méthode. Et peut-être après, vous apprenez autre chose. Mais soyez très fort dans une méthode. Comme tous les gens que je connais qui sont très forts en network ou en best ou autre technique, ils sont très forts parce qu'ils font ça, mais à fond. Et quand ils sont forts, ils ont une énergie, une capacité à vous connecter. Et après, ils vont avoir des résultats. Mais bon, j'étais intéressé par tout et en fin de compte, j'étais intéressé par la biochimie et la génétique et par les problèmes métaboliques. Et en fin de compte, j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi et toutes les méthodes chiropractiques que je puisse penser. Pas toutes, mais
un certain nombre. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'avais ce concept que chiropractique pouvait aider pour tout. Je l'avais appris par les Gansted, et surtout par Clarence Gansted dans les séminaires, et je me suis dit, ok, c'était les années 60, ça a changé le monde, mais j'étais intéressé, et en fin de compte, ça a commencé comme ça, donc j'ai jamais eu un gros business, j'étais à une petite clinique en Angleterre, et les gens du monde entier venaient me voir. Et ça a eu une réputation comme ça. Donc en fin de compte, j'ai eu pas la grosse clinique, j'ai une petite clinique et les gens viennent me voir. Et après, je suis rentré dans le monde du sport et j'ai fait beaucoup de choses dans le sport. À côté, donc j'ai fait beaucoup de choses et la chance de l'avoir. Et en fin de compte, à un moment déterminant, donc j'ai travaillé en Formule 1 pendant 4 ans, 9 pilotes de Formule 1. J'ai toujours des jeunes de Formule 2, Formule 3 que je prépare parce que voyager dans le monde entier, ça ne m'intéresse plus. Mais faire 8 Grands Prix, ça m'intéresse. Et aussi IndyCar. Et puis dans le tennis, j'ai toujours des gens, mais je ne vais pas dire les noms. Là en ce moment, et dans les chevaux, c'était mon grand domaine. Donc ça fait 13 ans que je fais les chevaux de course de préparation. Mais dans mon protocole que j'ai créé, et je vous en parlais, l'idée et le concept, c'est que toutes les méthodes chiropractiques et aussi médicales et naturopathes, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un accès dans le corps et il y a un sort de password pour accéder aux gens. Et il y a une séquence dans les 5 levels of healing. Alors avant qu'on rentre dans les 5 levels of healing, ce que je vais vous montrer ici, c'est l'ADN. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais raconter des histoires de patients. Parce qu'en fin de compte, la recherche, que le préfrontal cortex, tout ça change, c'est bien. Mais moi, c'était des gens gravement malades qui viennent d'auto-immune, cancer, toutes les semaines, tout le temps. Donc c'est ça que je fais. Les gens viennent me voir pour ça. Ça fait plus d'1 an. Donc ce qui se passe, c'est que, alors que le sport, c'est tout ça, préparation sportive. Et en fin de compte, j'ai appris dans tous les domaines, mais il ne faut pas mélanger les pinceaux. C'est comme un piano, il y a différentes octaves. Et il faut savoir d'aller d'un à l'autre. Et donc, il y a des chiropracteurs qui sont très forts dans le level 2, le level 1, le level 3, et un petit peu de ça. Mais en fin de compte, il y a les 5 levels of healing. Et c'est très important de comprendre et de ne pas se mélanger les pinceaux. Mais ça implique une connaissance assez grande et une compréhension. Mais l'innate intelligence du patient va vous le dire par les lois de la physique, pas des lois de la biochimie. Et je vais vous expliquer que la loi de la physique et mathématiques contrôle la loi de la chimie. Mais la loi de la chimie est très importante. Et la biochimie et la génétique. Donc l'ADN ici, vous voyez bien, ça vient d'un bouquin extraordinaire d'un professeur connu français. Et en fin de compte, l'ADN, alors vous savez très bien qu'ils ont découvert, je crois que c'était en 1947 ou dans les années 50, le génome, et ils ont mappé le génome. Et donc il y a plus ou moins 23 830 gènes dans notre corps, mais ça représente seulement 1 à 2% de l'ADN. Donc quand on vous dit que vous avez un problème génétique ou un problème épigénétique ou un phénomène particulier dans le corps, à part un problème congénital où vous êtes né avec quelque chose, c'est seulement 2% de l'ADN. Et 98%, ils l'ont appelé junk DNA en anglais. Alors junk DNA, c'est-à-dire 90% de l'ADN, c'est du junk, et 2% c'est ce qui contrôle ta santé. C'est impossible. C'est absolument impossible. Et il faut bien comprendre que l'aspect épigénétique, donc même par rapport à la neuroscience, tout est relié. Et donc ce qui se passe, c'est que, et je vais vous donner des cas, donc le junk DNA qui est 98%, c'est des protéines qui disent ça ne se codifie pas. Mais elles sont là et elles peuvent changer et transformer par rapport à l'environnement, vos pensées, vos actions et vos ancêtres. Et des programmes. Qu'on peut mettre ma chart on the levels of healing, voilà. Bon, vous n'allez pas voir très bien. Et en fin de compte, donc j'ai 820 protocoles. Donc là, il y en a 56 écrits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des levels of healing dans le corps physique, énergétique, qui est le corps éthérique, le plan mental, et je vous expliquerai le plan intuitif et le plan spirituel. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a différents gens qui ont des dons et des talents, des chiropracteurs même, qui ont des dons de naissance, comme peut-être vous, et vous allez pouvoir sentir des choses dans différents plans. Donc au-delà de vos méthodes et de vos techniques, j'espère que vous allez être hyper fort dans un truc, surtout dans un truc et après vous faites des choses, comme vous voulez. Vous aurez des dons, des talents chacun. Et donc, vous êtes inspiré par rapport à votre expérience, vos parents, votre vie et vos dons et talents. Il ne faut pas confondre avec technique. Parce qu'il y a des gens qui sont techniques basiques, mais ils ont un don. Ils ont la chance. Mais pas tout le monde a des dons et des talents. Mais bon, mais chacun a des choses. Et on peut aussi les découvrir dans la vie. Il y a un moment où on découvre des choses.
Donc ce qui se passe, c'est que le corps physique, level 1, c'est tout ce qui est, en fin de compte, surgery, alors chirurgie, problèmes mécaniques, soft tissue, métabolique, génétique, alors au niveau chromosome, au niveau méthylation et acétylation, defect dans les systèmes, au niveau du sang, au niveau de toxicité, au niveau infectieux, au niveau immunologiste. Donc j'ai des protocoles sur tout ça, donc on va l'expliquer. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce phénomène-là, il est contrôlé par celui-là, qu'il est contrôlé par celui-là, qui est contrôlé par celui-là. C'est à l'inverse. Alors, il va falloir y toucher, mais il va falloir comprendre que c'est contrôlé par autre chose. Donc, il y a des protocoles pour tout ça. Et en fin de compte, vous pouvez tout savoir sur la personne, plus ou moins. Je ne dirais pas tout parce que ce serait incroyable, mais énormément. Et aussi les animaux. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous apprenez toute la science du monde entier qui est Universal Intelligence, et tout le monde a raison dans la vie. En fin de compte, tout le monde a des parts de vérité. Et tous les chercheurs, et les médecins, et les chiropracteurs, ils ont tous raison. Ils ont tous des parts de vérité dans ces 5 levels of healing, qui a plus de 12 000 ans, ce concept. Et donc, ce qui se passe, c'est que le corps énergétique, c'est aussi le corps électromagnétique. Et ce qui se passe, c'est que dans ce corps éthérique, c'est le programming of disease or problem, le programming physiologique. Donc TBM était très fort dans tout ça. Mais en fin de compte, c'est des points d'acupuncture, c'est les champs électriques qui passent dans le corps, mais c'est aussi les perturbations géopathiques stress, c'est aussi les piercings ou les tattoos qui peuvent interférer dans les gens. Ça peut être des problèmes dentaires d'implants qui vont perturber le voltage. Le voltage, c'est le volting qui se passe dans le corps, il y a un courant qui passe, et il y a des changements cellulaires qui se font par rapport à ça. Ou souvent, quand on a des scars, les scars, ce sont des cicatrices d'accidents. Et les cicatrices d'accidents perturbent des gens profonds. J'avais une patiente il y a 2 jours qui vient avec plein de problèmes de santé, psoriatic arthritis, mais de problèmes multiples. Et en fin de compte, à l'âge de 9 ans, 10 ans, donc dans le protocole, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que les gens peuvent me dire, j'ai 5 minutes pour prendre leur vie et j'ai une forme que je vois ce qu'ils disent. Et après, je leur dis, on arrête tout, c'est comme une pièce, je tourne la pièce. Donc, vos symptômes, votre disease, vos problèmes, je tourne la pièce, maintenant on va voir ce que votre corps dit. Et il y a une procédure qui passe par la polarité, l'hypothalamus et le biofield light emission, c'est des photons qui passent à travers votre corps, et tout est imprimé par cette lumière qui passe par vous. Donc subluxation, c'est l'aise de lumière à l'intérieur, dans les plans énergétiques. Dans le plan physique, c'est subluxation. Alors dans le disque, avec Ganstedt. Dans le crânio-sacral, c'est différent en SOT. En activateur, c'est différent, c'est mécanorécepteur. C'est pas pareil, mais ils ont tous à leur place. Il ne faut pas mélanger les pinceaux dans la subluxation, mais ils ont différentes subluxations dans différents plans. Et en fin de compte, il faudra apprendre tout. Je vous le conseille. Parce qu'en fin de compte, chaque domaine est important pour tous les gens que vous allez aider. Donc dans le level 2, cette femme qui vient, elle a une cicatrice comme ça elle est opération au cœur ouvert à l'âge de 9-10 ans. Parce qu'elle a un problème cardiaque important. Et elle a 43, et elle vient me voir, elle a psoriatique arthritique, elle a des problèmes partout. Et en fin de compte, je vais tout de suite dans la lumière et c'est dans la cicatrice que tout se passe. Alors, la cicatrice, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs méthodes. Vous avez une méthode avec une machine, un photon, et en même temps qu'on la stimule avec une huile particulière, vous rechargez le corps énergétique numéro 2, et en même temps, vous faites parler de ce qui s'est passé. Alors, elle me dit, j'avais un problème cardiaque, je devais aller à l'hôpital, je revois les portes, et puis j'ai porte vers la mort ou vers la vie. Elle avait 9 ans. Elle parle de tout ce qui s'est passé dans sa tête psychologiquement. Et en fin de compte, à ce moment-là, elle était toute petite, elle dit, j'ai plus être la même personne. Elle avait peur de ne plus être elle-même. Elle m'a dit d'ailleurs, je pense que je ne suis jamais revenu ce que j'étais avant. Elle a survécu grâce à la médecine. Elle a une opération, ils l'ont sauvée. Mais alors après, les problèmes de santé graves. Et donc la cicatrice qui était là, je l'ai rechargée avec la lumière. Je lui ai fait bouger les yeux avec des techniques pour libérer le psycho-emotional trauma. Et je lui ai fait Injury Recall Technique, que vous devez connaître en EK. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du cerveau du traumatisme. Et bien tout d'un coup, tout a changé dans son corps. Et elle m'a dit, le dos était en space, tout ça, elle m'a dit, personne ne peut me faire quelque chose, j'ai le dos complètement bloqué. Mais elle avait aussi le psoriatic arthritis, elle avait plein de choses. Et elle avait donc une pression dans le nerf vague. J'utilise un nervoscope de Ganstedt parce que à chaque fois que je touche quelqu'un, je prends le nervoscope. Avant que je fasse toutes les méthodes que je fais,
Parce qu'en fin de compte, si vous n'avez pas un nervoscope, vous n'êtes presque pas chiropracteur. Alors, il y a plein de copains qui sont chiropracteurs géniaux qui n'ont pas de nervoscope. C'est des potes. Mais moi, je vous le dis en tant qu'étudiant, parce que c'est un vieux. Ce qui se passe, c'est que quand tu la checkes, tu vérifies et tu vas voir s'il y a une pression du nerf vague ou un cold pressure ou juste une subluxation 5 points. Si tu as 25 points quelque part, ça ne veut pas dire que tu vas l'ajuster, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas. Donc, c'est très intéressant de savoir lire un nervoscope, et surtout les vieux nervoscopes. Et je l'ai appris depuis que j'étais étudiant. Et en fin de compte, c'est la première chose que je fais. Et après, je sens les cervicales et je fais comme m'avait appris Donald Epstein. Il avait expliqué, dans les années 90, tu sens là les muscles du cou et tu peux savoir la mémoire du trauma. Donc ça, c'est plus ou moins 10 ans, l'épaisseur du muscle. Si tu avais ça, c'est 20 ans. Donc moi, je peux toucher comme ça et je vous dis, à 24 ans, vous avez eu ça. Parce qu'on avait appris ça à l'école, à Life West, avec Donald Epstein. Et je m'étais fait chier pendant 3 mois à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis à un moment, j'ai commencé, au bout d'un an, je pense, tout d'un coup, j'ai corrélété avec les patients et avec les choses, et puis j'ai pu sentir ce que ça voulait dire. Donc c'est une vibration, c'est le tone de Dilly Palmer, le tone du muscle, et c'est une fréquence de tension qui s'est créée en physiologie, de défense physiologique, qui est dans le corps, imprimée dans le corps. Mais il est dans le corps physique avec la tonalité du muscle, il est dans le corps éthérique, et dans le corps éthérique, après il y a le corps mental. Alors je vais vous expliquer ça. Donc ce qui se passe, c'est que cette femme, elle a eu une expérience. Donc je vais ajuster un ASRA, torque down, atlas antérieur droit. Et il faut savoir le faire. Et si vous ne savez pas faire un atlas antérieur droit, vous ne pouvez pas corriger le nerf vague. Et je pense que si vous ne pouvez pas corriger le nerf vague en occiput ou en atlas, c'est un gros blocage ou en C2. Mais le nerf vague est 90% sensory. Donc il faut connaître SOT, CMRT. Et il faut comprendre au niveau physiologique, au niveau pathologique, comment le nerf vague est impliqué. Du Covid au H. pylori, aux problèmes intestinaux ou autres, et comment tous les pathogènes peuvent créer des réactions dans le nerf vague, de Parkinson à autre chose. Et il faut tout comprendre. Et ce n'est pas très compliqué. Mais il faut comprendre comment ça marche et comment on peut progressivement corriger d'une méthode à l'autre un système qui s'est créé dans le corps en compensation, en adaptation physiologique. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais que c'est intéressant. Et donc, c'est pour dire que tout le monde a raison et tout le monde a sa force. Et tout le monde a des talents et des dons et chacun a son destin. Mais ce que je voulais mettre au point, c'était en fin de compte ça. Donc, cette patiente super, mais j'avais la même semaine quelqu'un qui vient de France, Parkinson, 74 ans, une femme indienne, qui me réfère de Montpellier. Elle habite à Paris, ils sont à Montpellier, les meilleurs médecins de France en numérologie et neurologie, Parkinson, nanana. Et parce que j'avais sauvé le frère d'un grave cancer de 8 cm du thymus 2 ans avant, il m'envoie la mère. La mère de la femme du frère. Elle vient de Montpellier avec les rapports des médecins de, je sais pas, l'Institut Rabelais. Nanana. Et donc, ils arrivent mardi, ils viennent en avion, hein. Parkinson, etc. Alors, je lis le rapport des médecins français. La substantia nigra et le globus pallidus n'est pas touché. Alors déjà, c'est Parkinsonism ou c'est Parkinson? Vous connaissez la différence? Alors, Parkinsonism, vous avez Parkinson, mais pas vraiment dans le scanner. Mais on vous dit que vous avez Parkinson parce qu'il y a une micro-lésion vasculaire à ce niveau-là. Bon, alors déjà, on va faire chiropractique. Donc, elle vient, la femme, et j'apprends leurs histoires, et elle a perdu son mari pendant le Covid, en mars. Il est mort très tôt au niveau du Covid. Elle a perdu son mari, il avait un certain âge. Et elle parle français, mais elle est indienne, donc ils ont vécu longtemps en Angleterre, en France en 82 à Paris, et donc elle parle français, avec l'accent indien, et puis, je dis, je la check avec le nervoscope, cold pressure. Cold pressure, tu as 25 points qui partent là, et jusqu'à T1, poum, il dévie complètement. Et tout en général, une cold pressure en gauche tête, ça va de l'occiput à sacrum, l'opposé. Et vous avez la moelle épinière en pression. C'est très important d'avoir un instrument comme ça, ça ne coûte pas très cher. Et le truc, c'est ce qui se passe. Après, vous pouvez l'apprendre et puis peut-être pas vous en servir, mais vous allez apprendre l'information sur la personne. Donc, elle a cold pressure, à T1, ça change. Alors, j'avais les radios et les rapports des radios de France. Fusion de C7 à C5, arthrose partout dans le corps, genre les becs de perroquet partout. La femme, elle est avec une syphose comme ça, avec congenital malformation, elle avait la totale. Alors, tu es là, et moi, mon instrument, il fait T1, boum.
cold pressure. Alors, je la regarde avec mes tests, je vous expliquerai un petit peu. Et tout de suite, je lui ai dit, non, on va rentrer dans... Vous avez perdu votre mari, il y a 4 ans. Et en fin de compte, elle parle à son mari comme s'il était à côté d'elle. En fin de compte, elle pense qu'il est toujours là dans la salle. Elle lui parle tous les jours. Elle a même la photo, elle avait même le portrait dans son sac. Alors la fille, elle pleurait un peu, c'était émotionnel. Et donc, elle avait un blocage, en fin de compte, pas dans les poumons, c'est souvent Sadness Grief, c'était autre part. Et en fin de compte, c'était un autre truc. J'étais tellement patient. Mais le truc, c'est que j'ai délibéré dans le level 3 le neuropsychobiology, c'est un traumatisme neuropsychobiology, donc qui affecte le système limbique. Et il faut le libérer dans ce plan-là d'abord. Donc j'ai libéré ça, puis après je suis tombé sur Chlamydia pneumoniae, qui est une bactérie. Alors elle sait qu'elle avait le Covid. Et moi le Covid, j'en ai vu plein. Et donc j'ai dit non, oui, je dis pas que vous n'avez pas ça, mais vous avez Chlamydia pneumoniae, qui est relié à Parkinson. Donc en level 2, TBM, on clear the whole thing. Elle avait interféron blockage. Elle avait lymphocytes, l'interféron. L'interféron, c'est natural killer cells, to kill cancer cells. Bref, on lui déprogramme ça dans le level 2. Level 1, T1, PLS. OK? Je lui fais T1 dans la chaise, avec un torque. Si vous faites le torque, vous ne corrigez pas la subluxation. Après, on va dire, OK, c'est pas PL, c'est PLS. C'est le wedge qui corrige la pression. Et là, il va falloir apprendre. Au tennis, quand ils sont les pros, ou au golf, ils apprennent à faire un dogleg 300 et ils le font, et ils tapent la balle là, et Tiger Woods, hop, il la bouge là-bas. Il faut faire pareil en chiro, hein, excusez-moi, mais si on vous dit de faire ça, vous faites ça, ça, ça. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais je vous dis, ça existe. Donc, quand on est étudiant, on a la chance d'avoir les années devant vous. Mais ça s'apprend, et c'est pas si compliqué que ça quand on vous montre par des bons profs. Donc, parce qu'en fin de compte, c'est des méthodes très compliquées, mais c'est qu'on n'a pas appris la bonne façon. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons profs, et je l'avoue, je ne sais pas si je serai un bon prof moi-même, mais je sais que j'ai trouvé des profs extraordinaires, et d'autres, ils t'embrouillent. Mais quand on te montre, comme au tennis, au golf, plein de sports, où tout d'un coup, tu dis « Ah, c'est un engrenage de vertèbres ». Donc bref, je fais T1, le tremors et tout ça disparaît dans la seconde même. Je vous dis ça comme ça, pas pour impressionner, c'est pour vous dire. Mais c'était les level 2, 1 et 3. Et la chlamydia. Donc, mais c'est surtout, au moment où j'ai ajusté T1, elle a fait Shanti. Et alors, elle parle en indien. Alors, j'ai demandé à sa fille, qu'est-ce qu'elle a dit? En français, parce qu'ils habitent Paris, à Nières-sur-Seine. Et elle me dit, quelque chose s'est levé d'elle. L'énergie est sortie d'elle. Elles se sont légères, l'énergie, tout est parti. C'est un truc de fou. Mais parce que les 3 levels ont été faits au même moment, en séquence. Ok, alors je ne sais pas pour vous impressionner, c'est pour vous dire qu'il y a des choses intéressantes. Donc, je vais vous donner un autre cas encore plus violent. Vous avez une femme enceinte qui vient il y a 1 an, au bout de 3 mois de grossesse, on lui dit, votre enfant qui a 3 mois, votre bébé, votre embryon, il a la tétralogie de Fallope. Vous savez ce que c'est? La tétralogie de Fallope. Vous faites de la médecine? Vous apprenez la chiropraxie? C'est un problème congénital cardiaque. C'est des trous dans le cœur avec des trucs non formés. En gros, l'enfant va survivre. Le chromosome 22 et 23, 21, trisomie probablement, c'est le meilleur hôpital du monde. Hein, c'est Ormond Street, London, en pédiatrie. C'est pas n'importe qui dit ça. Et le chromosome 22, D-Jour syndrome. Donc l'enfant, il va être paralysé, pas le cœur, il va venir tout bleu. Vous le gardez, vous ne le gardez pas. Elle dit, je le garde. Alors, il y a un truc qui se passe, c'est que dans le level 2, on avait des maîtres chiropracteurs. On en a eu plein, ils sont presque tous morts. Dr. Brian Bateman, Brisbane, un old TBM guy. Il est mort il y a 2 ans, je crois. Et j'avais des notes sur tous ces gens-là. Parce que j'ai pris des notes de tout le monde. Plus de 4000 pages. La chiropraxie, c'est une histoire extraordinaire. Mais tout le monde ne parle pas, ils ne se parlent pas entre eux. Ok? C'est comme beaucoup de choses dans la vie, on ne se parle pas entre nous. Et dans les notes, j'avais 3 pages. Congenital disease in utero correction. Alors j'étais là, bon. Donc je montre à ces gens-là que je connaissais bien. Je dis, bon, j'ai 3 pages, j'ai un protocole
vous voulez qu'on fasse parce que de toute façon, vous allez avoir l'enfant. Elle me dit oui. C'était il y a 1 an et 2 mois. Et donc, tétragifallope, chromosome 22 et 21. Alors, on est bien dans ce junk DNA à côté du 2% et en train de créer la vie en encore 2 autres trimestres. Donc, le protocole, il dit, tu mets du cadmium et du scarlatine et un mesovirus et un autre truc à cet endroit-là dans le cœur, etc. Tu vas trouver une faiblesse. Comme ça. Et donc, il y a tout un protocole. Je suis le protocole, c'est exactement ce qu'elle a. Je suis là, thank you. Ok, c'est plus ou moins. Mais en fin de compte, j'ai des marqueurs, je teste des trucs. Et en fin de compte, on fait un protocole de 8 séances où en même temps que je lui donne 2 suppléments importants qui changent la vie des bébés, c'est le chlorella et la B-complexe, au-delà de prenatal formula. Le chlorella, les chlorella babies peuvent dire des génies, mais le chlorella, c'est le binder de toutes les toxines du monde. Et ça vient des algues de l'océan, mais c'est un truc incroyable. Donc ça, c'est level 1. Chlorella, B-complex avec d'autres choses. Level 2, c'est deprogramming of the program of the disease. Et là, on lui fait 8 séances. Alors, on ne sait pas jusqu'à la fin, hein, parce qu'il voit le bébé d'évoluer à Hormone Street, nanana. Et puis moi, au bout de 8 séances, le bébé, il dit, c'est bon. Parce que on fait in utero correction. Alors, ça rentre dans le genetic coding, toutes les propriétés du cœur. Ils ont tous les protocoles, les anciens chiropracteurs. Surtout ça. Vous ne l'avez pas appris, mais ça existe. C'est le programming du corps, level 2. Alors, et Dr. Victor Frank, c'était un des génies de ça. Mais c'est un peu plus avancé que les 4 levels of TBM. Et donc, on fait ça. Le bébé naît normal. Sauf un petit trou là. Donc, il n'est pas bleu. Il n'a pas bonne opération. Trisomie 21, 22, ils ne sont pas trop sûrs, ils ne comprennent pas. Le bébé a 1 an et 2 mois, il est normal. Il a eu à avoir une opération au bout de 5 mois parce que quand il grandissait, le cœur ne pouvait pas suivre. Il y avait juste une artère avec un trou qu'il fallait corriger. Il a eu une opération, c'est fini. C'est pas mal. Mais c'est pas mal que c'est le corps qui l'a fait en changeant un programming. Alors, il y a peut-être de la chance, c'est peut-être ce que vous voulez, mais il a répondu exactement à cette procédure. Quand il réagit, ils réagissent tout de suite. C'est-à-dire que c'est un... Donc, la clé dans l'histoire, c'est trouver le password dans tout ce que vous faites. Et alors, souvent, vous allez le faire avec vos mains, intuition, vous allez toucher les gens, vous allez faire du crânien, C2, passer à une épaule, regarder les viscères, regarder je sais pas. Et donc, vous allez avoir un peu cette façon d'approcher les gens, puis parfois vous ne le sentez pas, parfois vous le sentez. Et la plupart des chiropracteurs vous diront c'est comme ça que ça marche. Mais en fin de compte, donc, il y a des protocoles qu'on a appris par les maîtres, de Jarnett, Gonstead, tous les grands maîtres. Et il y a des protocoles en current technique, il y a plein de trucs. Mais si vous voulez, ça va vous aider à avoir les occipital fibers. Occipital fibers en SOT, c'est la clé. Là, je vous mets quelqu'un tout de suite, je sens occipital fibers, je vais tout de suite savoir ce qui se passe dans la personne. C'est des alarm signs. En 1 seconde, vous avez un truc sur la personne. Vous mettez occipital fiber, line de 1 à 7, 1, 2, 3, poum. Vous regardez, vous corrélatez, vous avez un truc dans la passion. Vous avez un neuroscope occipital fiber, vous avez déjà une information énorme. Vous devez tous apprendre ça. Tout de suite, vous avez le viscéral, organique. Alors pourquoi spleen, T7 ça ne veut pas dire que vous allez ajuster, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Spleen, c'est immunité, ou allergie, ou chronic unresolved disease. Ok, donc il faut comprendre ça. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que je vais vous donner un autre cas pour changer. Cancer. Alors je vais vous rendre, c'était il y a 2 semaines, j'en vois toutes les semaines. Hein. Là, on parle de, non, j'en ai 2. Alors une femme, left breast cancer, métastase, T8, L5. Elle vient d'un autre chiropracteur du Pays de Galles qui lui dit « Va voir Jérôme ». Donc elle vient, elle a métastase, hein, ok. Je ne sais pas ce qu'elle fait trop de sa vie, je lui dis « Bon, à look at you ». Elle vient et j'essaie de me souvenir. En gros, alors il y a des protocoles.
sans corriger les maladies, sans chercher. Il y a des protocoles par rapport au cancer. Il y a 25 trucs qu'il faut savoir. Et à partir dans les 5 levels. Et il faut voir. Ce qui sont, c'est la science, hein, c'est la science médicale. C'est pas un truc qu'on a inventé. Et ce qui se passe, c'est que elle, donc, pour commencer tout de suite, on fait le Hammer technique. Ce Dr Hammer, c'était un docteur très connu, oncologiste allemand des années 80, qui avait trouvé les traumatismes psychiques, physiologie dans le cerveau, qui rentraient aux organes. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le level 2, il y avait un système anti-BM où vous mettez une carte particulière sur le sein et après sur le cerveau, et vous trouvez l'accès en level 2 d'une fréquence du cerveau qui va dans l'organe qui crée la maladie. Donc déjà, c'était l'occipital lobe avec le sein. Et donc, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est lui demander 4 fois par jour de stimuler avec une brosse à dents électronique, ultrasonique, l'endroit ici et toucher son sein. Pour que le cerveau, parce que, comme dit Heidi et comme tout le monde le sait, chronic disease is a bad habit of the brain. Les maladies chroniques sont a bad habit of the brain. You have to change the programming. And you have to change the function, and le sympathique, parasympathique, régulation de l'hypothalamus. Vous have to changer la physiologie. C'est ça la chiropraxie. Et donc ce qui se passe, c'est que donc, tout de suite on a fait un trauma là, dans le level 2, avec une machine, nanana, et après on est dans le level 3 tout de suite, et je voulais savoir c'est quoi son truc. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose au niveau émotionnel traumatique. Et elle était, on tombe à l'âge de 13 ans, elle doit avoir une quarantaine d'années. L'âge de 13 ans, alors les gens ne se souviennent pas. Ce n'est pas une histoire de mémoire. Vous les faites voyager dans le temps. Et il y a une méthode, et vous trouvez par rapport à l'organe, et en fin de compte, tout d'un coup, alors on teste, je teste, alors par la lumière. Je vais vous expliquer, c'est tout par la lumière. Subluxation, c'est less light within. On all the levels but the level 1, which is subluxation physique. Et là, vous allez dire, ok. Donc dans la lumière, il y a une perturbation des photons et la coherence light, en loi de la physique, qui est perturbée. C'est-à-dire que votre DNA, ADN, il ne peut pas marcher. Il y a une explosion de l'ADN qui libère les enzymes à une fréquence particulière, et si la lumière elle passe à travers, dans un autre sens, elle est dysfunctional. Et les diseases viennent de ça. Que ce soit physique, chimique, pathogénique, ou émotionnel, ou psycho-émotionnel, ou ancestral. Alors elle avait ancestral, et elle avait level 3 et level 2. Et level 1, je le ferai la semaine prochaine parce que j'ai pas de temps. On va déjà libérer d'en haut pour aller vers le bas. Et ce qui se passe, c'est que elle avait au level 3, alors je la fais passer dans un moment, je dis c'est à l'école avec un prof. Alors à l'âge de 13 ans, alors je les trouve parce que les gens, je vais tout lui trouver. Okay. Et là, j'ai une idée. Et là, tout d'un coup, elle me dit, je suis face à mon prof, et mon prof me dit, vous, de toute façon, vous êtes nuls, vous ne ferez jamais rien dans la vie. Vous êtes une catastrophe. Hein, en anglais. Elle lui dit, elle avait oublié. Elle était tellement traumatisée. Et je lui dis, alors comment vous avez. Elle m'a dit, alors là, c'est le traumatisme physiologique, elle a une expérience, etc. Et puis, c'est très fort. Donc, il faut lui faire libérer ça dans son système limbique ou le préconeus et physiologique. Il y a des méthodes. Et pour que ça parte, que la lumière se réenclenche pour que l'ADN fonctionne. L'ADN, ce n'est pas que les 2%, c'est les 98%. C'est ça que je vous dis. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu ce changement-là. Et après, on est rentré dans le level 4. Alors, level 4, c'est les ancêtres. Alors, on a parfois des maladies de nos ancêtres qui ne nous appartiennent pas. L'oncle du côté du père là-bas ou le grand-père là, il a eu un traumatisme, ce traumatisme, on le porte en nous. Et il ne nous appartient pas. Ça s'appelle transgénérationnel. Et on peut le tester parce qu'avec l'arbre généalogique, on peut le tester. Okay. Poum. Et la lumière est bloquée par un ancêtre. C'est level 4. Alors, ça peut être bipolaire, ça peut être un traumatisme, ça peut être quelqu'un qui est mort d'un cancer aussi, ça peut être différentes choses. Et donc, il faut libérer ça. Et on a fait ça. Et après, on est passé dans le level 2. Et là, vous devez savoir, c'est que tout ce qui est breast cancer, c'est des maladies infectieuses
transmises, mais pas le programme. Donc vous avez measles, syphilis et gonorrhea qui causent les cancers en mémoire. Et il faut les déprogrammer dans le level 2. Ils sont reliés souvent utérus et breast. Elle avait ça aussi. Donc il y a une méthode pour déprogrammer ce programme. On ne guérit rien. On fait que travailler sur les gens. Mais quand ça tombe, il faut l'enlever. Il faut faire ça, il faut faire ci. Donc elle a fait ça, cette personne, et c'était assez intense comme séance. Et après, la résolution physiologique et physique, d'abord, ce n'est pas de nous, mais après, il faut rentrer dans l'aspect biochimique ou l'aspect physiologique des cancers. Donc soit c'est métabolique, soit c'est les rétrovirus qui sont responsables des cancers, qui sont en activation, parce que c'est 8% de notre génome, c'est les rétrovirus, et ils sont activés. Ils sont activés par ces autres trucs. Il faut les calmer. C'est ça la science chiropractique. Et il y a des méthodes pour ça dans le level 1. Mais dans tout ça, il y a des ajustements. Et elle, c'était C2, PLS inférieur. Alors la métastase de T8 et L5, elle a été... donc C2, PLS inférieur. C'était ça à faire, en ajustement, level 1. Mais c'est la pression de la moelle épinière là aussi, et c'est un vertex, c'est une énergie, etc. Donc je vous donne des explications que, sans rentrer trop compliqué, il y a aussi des gens qui sont normales à ajuster, mais qu'il y a tout un domaine de notre profession, si on connaît toutes les méthodes, où on peut arrêter dans tout ça sans être brillant en biochimie, en épigénétique, tout ça. Mais en fin de compte, j'ai tout écrit. Donc il y a 810 protocoles. Mais c'est les levels of healing et comment on passe d'un à l'autre. C'est un peu compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il faut comprendre, accepter le concept, comment le corps humain est fait. Donc c'est la lumière. Et la lumière et l'électricité. C'est les deux conducteurs principaux dans le corps physique, éthérique. Et les autres plans. Donc c'est ça où ça se passe même au niveau de l'ADN. Donc après, au niveau des chromosomes, une autre patiente avec un cancer cette semaine, sarcoma des deux jambes, breast cancer, a perdu 2 enfants de cancer. Oh, c'est un truc horrible. Une femme de 70 ans, je ne sais pas d'où ils viennent, hein, souvent j'ai dû vous référer par qui. Et sarcome, machin, nanana, chromosome 13. C'est notre truc, on nous l'a dit. Alors je dis, je vais regarder. Elle avait raison, chromosome 13. Vous avez le BRCA1 et 2 là dans le truc. BRCA1, c'est les 4 à 5% des cancers, c'est lié au BRCA1 et 2. Vous connaissez BARC? Ok. Et donc en fin de compte, ce n'était même pas ça, parce que c'est seulement 4 à 6% des cas. Les 94% c'est autre chose. Mais il y avait un faute dans le chromosome 13. Donc j'ai trouvé l'enzyme qui était liée. Et en fin de compte, c'est un problème épigénétique biochimique, c'est relié au 5-MTHF, qui est le 5-méthyltétrahydrofolique, qui peut changer cette partie qui est non activée, s'appelle un acetylation defect. Methylation defect, acetylation defect. Et donc en fin de compte, il faut lui donner beaucoup de niacine, c'est la vitamine B3, et le 5-MTHF. C'est un dosage, pour changer l'aspect de ce chromosome 13 qui est en dysrégulation par rapport à toutes les autres choses. Donc il y avait les sarcomes, il y avait les traumatismes, et là il y avait des trucs. Level 2 et level 4, il y avait 2 ancêtres avec des choses, elle le savait, qu'elle portait, mais elle a peur pour ses autres filles et ses petits-enfants, tu vois. Donc ils sont en train de réfléchir à ce qui va se passer dans le futur avec les autres. Et donc il faut essayer de changer ce cycle. Et j'ai vu des changements énormes depuis des années sur ça. Quand vous changez, c'est fini. Ça s'arrête. Vous dites merci à votre ancêtre, vous lui redonnez la maladie pour le guérir dans le monde spirituel. Il y a une façon de le faire pour que votre light emission reparte. C'est particulier. Vous ne pouvez pas le savoir, c'est un peu aussi, ça passe des générations, ça passe des gens. Donc ce n'est pas à tout le monde. Ça peut passer 3 générations, le cousin à droite. C'est la loterie. Donc il n'y a pas à tout le monde. C'est la personne dans la famille, boum. Ok? Donc nous, ce qu'il faut faire dans ça, c'est en chiropraxie, en neurologie, tout ça, c'est essayer de libérer ce qu'on peut trouver pour les aider de se régénérer, récupérer et être ajustés. Donc il y a tous les plans. Ok, j'espère que c'est intéressant. Donc, quand j'ai voulu que Heidi fasse la recherche avec moi il y a 3-4 ans,
C'est parce que je vois tellement de gens comme ça et je sais que ça marche que je voulais voir s'il y a trouvé un truc dans le cerveau qui se passait. Parce que je lui ai dit, écoute, on va faire ça, mais un double blind clinical trial, c'est le meilleur research qu'on ait jamais fait en chiropraxie parce que c'est double blind. Et en plus, bon, il faut le faire quoi. Sur un mois seulement, c'est pas 3 mois où j'ai fait 6 à 8 séances par personne. C'était pas évident. Mais en fin de compte, donc tout ce qu'elle a vu, c'est intéressant au niveau neurosciences. C'est intéressant de voir que le préfrontal cortex et l'autre partie peuvent changer, réguler et rechanger la santé. Parce que quand on est en parasympathique dominant, sympathique dominant, on est niqué. Donc vous devez comprendre ce que c'est le sympathique dominant et le parasympathique dominant en chiropraxie. Et comment on change ça? Alors, vous allez tous regarder demain Grizzly Bear Technique of Dr. Viktor Frankl. Grizzly Bear Technique. C'est quoi le Grizzly Bear? Quelqu'un connaît le Grizzly Bear Technique? Alors le Grizzly Bear, ça veut dire l'ours qui va vous attaquer. Vous êtes en super flight and fight response. Alors le Grizzly Bear Technique, c'est une technique par le génie Dr. Viktor Frankl qui va vous libérer de votre stress chronique sans arrêt de tension de survie. Parce que les cancers et les maladies par derrière sont là et vous ne pouvez pas les corriger parce que votre cerveau doesn't know it's there. Your brain is focused on something else, it cannot do something else. That's the rule book. So you have to clean up. Moi je dis je suis un aspirateur avec mes patients. Je dis je suis un aspirateur, je vous aspire, j'enlève des trucs et j'espère que ça va vous bien faire. Parce que c'est ça qu'on fait. On guérit pas les gens, on aide les gens à se guérir. On fait nos méthodes, on met notre énergie, notre amour, notre conscience, notre professionnalisme et notre connaissance. On passe après un petit échange questions-réponses. Ouais. Et donc, voilà, ouais. J'explique pour vous changer l'idée de la chiropraxie. Alors, voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une méthode pour trouver les portes d'accès dans tout ça, parce que le corps va vous le dire et l'innate va vous le dire. So, innate intelligence régule tout. Par l'universal intelligence, par les lois de la physique et les lois de la lumière et de l'électricité, et l'électromagnétisme. Donc, quand vous rentrez dans ça, vous allez dire, alors comment on fait? Eh bien, il y a des méthodes. C'est ça que j'ai dans notre profession à nous. À nous. Seulement, plus ou moins à nous. On l'a partagé avec d'autres gens. Mais voilà. Et c'est intéressant parce qu'au pire, on les aide. On les aide parfois énormément. Et au-delà de les aider avec leur pathologie, leur disease, qui arrive très 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 souvent, ils font peut-être de la chimiothérapie, ils font d'autres choses à côté, ce n'est pas un problème. Ils sont là pour être aidés. Moi, j'ai des gens, chimo n'a pas marché, chimo est en plein chimo. Non, c'est pas important. Je comprends. C'est leur choix. Mais ils viennent en plus. Bon, moi, je vais faire vitamine D3 à fond, nanana. Ils veulent que ça se passe le mieux possible. Et leurs enfants, leur famille, c'est très important. Et d'ailleurs, souvent, ils n'ont aucun. Ça n'a pas marché. Ils sont là, j'arrive et ils sont. Donc, voilà. Et je pense que la chiropraxie a besoin de ne pas perdre les connaissances des anciens. Jérôme, merci beaucoup pour ce petit apéritif, j'imagine, de tes travaux, de tes recherches, de ta technique. Ce qu'on va faire, c'est que pour que tout le monde puisse participer, on va continuer avec Jérôme, on va faire sous forme de questions-réponses, donc rendre un peu plus interactif. J'espère que tout le monde a bien été étiré au niveau de son cerveau sur ce que peut être la chiro, ce qu'est la chiro, comment certains la pratiquent. Et si vous avez des questions préparées à l'écrit, on va faire quelques tours comme ça. Si vous avez des sujets que vous avez envie que Jérôme aborde, en plus de ce qu'il nous a présenté, notez-les, préparez. Là, on se prend 2-3 minutes pour souffler, et puis on va continuer après. On reste assis tous. Et entre-temps, j'en profite. Donc ceux qui sont très curieux, très intéressés, il reste ceux qui s'occupent des places. Demain, il y a un workshop avec Jérôme. Il doit rester 3-4 places. S'il y a des hésitants de dernière minute qui sont intéressés par creuser tout ça, demain il reste 6 places pour le workshop avec Jérôme qui commence à 9h à l'Ibis. On a la chance de l'avoir, donc profitez-en. Pour réserver, c'est sur Instagram, il y a un lien. Instagram Sigma, il y a le lien Loisson.
Donc je peux dire des choses. Je vous suggère tous d'apprendre. Et si vous êtes étudiant comme j'ai été, pour moi, j'étais intéressé par network et des trucs assez... Bon, mais j'étais en Californie, hippie, relax. Mais je pense que... Donc vous pouvez faire ça. Et SOT and Gonstead apprendre très très bien par les maîtres Gonstead, like Dr. Curie ou Dr. Wood, et des gens extraordinaires qui viennent en Europe. Vous aimez pas, vous ne comprendrez pas si vous n'allez pas voir un expert extraordinaire. Alors après que vous faites pas Gonstead complètement, ce n'est pas important. Que vous ayez la capacité de comprendre ça, oui. SOT, c'est pareil. À SOT, il y a beaucoup d'années pour comprendre le CSF, le CRI, comment ça fonctionne, le CMRT. C'est des années. Moi, ça m'a pris des années. Alors, vous faites en un an, mais... Et je pense que c'est les fondations parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires pour to read the body, to lire le corps, par différentes méthodes qui sont très intéressantes, mais c'est des skills, des talents différents. Et je pense que il y a tellement d'autres méthodes super, donc je vais pas. Mais ce qui est important, c'était les meilleurs au monde, de Jarnett, Gonstead. On ne peut pas changer. Alors, il y a upper cervical, c'est extraordinaire, vous passez votre vie upper cervical. Mais en fin de compte, après, il y a toutes les autres méthodes qui sont aussi très très bien. Et moi, je suis allé partout. Mais je pense qu'il faut une fondation au départ, parce que ça prend du temps et c'est compliqué. Et il faut sentir les choses. Et en fin de compte, par les meilleurs, sinon vous n'allez pas apprendre. Ou alors mal apprendre, et puis après, c'est difficile de le changer. Et ça prend du temps, mais moi, j'ai pris du temps à faire cervical chair. Ça m'a pris 1 an et demi avant que je le fasse. Ça m'énervait, je ne comprenais pas. Et en fin de compte, peut-être que je ferai des séminaires un jour, parce que j'ai fait 20 ans d'SOT, mais j'ai jamais voulu enseigner SOT, mais parce que j'ai travaillé, j'ai pas été politique, personne me connaît, moi j'ai bossé. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai bossé, puis j'étais pris par le sport, préparation des sportifs de haut niveau, etc. Et toujours, je fais toujours ça. Mais ce qui se passe, c'est que apprenez ça, parce que quand je vois les sportifs de haut niveau, quand je les ajuste, ils disent « j'ai jamais été ajusté comme ça ». C'est comme les mecs au top niveau de tennis ou golf, ils reconnaissent un mec très fort. J'ai le skills d'ajuster très très bien. Mais je me suis fait chier à l'apprendre. Et je le fais par plaisir. Mais j'étais pas fort au départ, j'étais nul. On s'est pris la tête avec des copains pour apprendre ces trucs-là. C'était pas genre, c'est facile. C'est pas facile. Mais en même temps, tout d'un coup, il y a des déclics. Puis tout d'un coup, il y a des gens, et il faut pas perdre espoir. Il faut pas avoir des préjugés. C'est ça le pire. Vous ne savez rien, et je ne sais toujours pas grand-chose, peut-être plus que vous, et je vais continuer d'apprendre. Il ne faut pas avoir de préjugés et des idées préconçues. Alors on est tous un peu différents dans nos énergies, nos consciences, nos énergies, et il y a des gens plus subtils et sensibles que d'autres. Donc après, il faut comprendre ça aussi, hein, on est tous différents. Mais il faut déjà ça. Et puis il faut les techniques énergétiques, il y en a un paquet, donc vous pouvez aussi voir un peu ce qui se passe et ressentir les choses. Mais il faut apprendre la base de la chiropraxie très très bien. Et c'est ça que je veux dire, peut-être que vous dire, vous ne pensez pas comme moi, mais je le suggère. Et les SOT Gonstead pendant 4-5 ans, tous les ans, même si vous pratiquez déjà, vous êtes étudiant ou pas, vous faites ça et vous allez être open-minded. Parce que Jean-Pierre Massman ou des gens très forts que tu vois, Dominique Hort, ils savent ajuster. Ils font toutes les autres méthodes, mais ils savent ajuster. Ils sont très forts. Tu peux faire TMG, mais ils savent ajuster très fort. Donc, ça y est, ajuster, les yeux fermés, pom 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 pom. Et c'est pas ce que vous pensez. Donc, ajuster sur un disque, c'est pas les facettes. Et il faut ajuster sur le disque pour créer la pression du nerf. En level 1, il y a d'autres méthodes qui font des trucs extraordinaires en level 2 qui ne sont pas ajustés physiquement, je comprends. Et ils sont peut-être plus puissants pour d'autres choses. Donc je ne veux pas minimiser les autres, c'est pas ça. C'est qu'il faut savoir tout faire. Et ça, je vous le souhaite parce que ce serait dommage de vous limiter. Et puis, vous allez prendre un certain plaisir de découvrir des trucs extraordinaires dans toutes ces méthodes. Donc je vais vous le dire parce que je ne sais pas ce que vous apprenez à l'école et moi je l'ai cherché, je n'ai pas appris tout à l'école. Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues? Qui a envie de... Oui, une question ici. Comment tu sais que cette technique, c'est ta technique? Comment tu... Non, mais c'est pas une... Pardon? Ça c'est difficile parce que moi j'ai été inspiré par des gens. Donc je pense que tu es inspiré par quelqu'un qui est très fort, il t'ajuste, tu le vois ou tu vois et tu es émerveillé. Donc moi j'étais émerveillé par différents gens en fin de compte, de Donald Epstein, des mecs Gonstead. J'ai trouvé tous super.
Donc Patrick, c'était mon oncle. J'étais là, il y a des mecs qui ont un toucher, tu vois. Donc je pense que c'est quand tu vas rencontrer des gens qui t'inspirent. Parce qu'en fin de compte, sinon. Mais il faut aller chercher peut-être aussi. Qu'au départ, tu peux dire, oh non, c'est pas mon truc. Vas-y quand même voir. Fais 2-3 séances, pas 2-3 séminaires, pas un et t'as décidé. Il faut vraiment être open. Parce que souvent, on se sent mal à l'aise, on ne sait pas faire, on n'a pas confiance, les autres sont un peu arrogants. C'est compliqué les séminaires, il y a tout le monde qui sait I know better. C'est nul. Tout le monde pense qu'ils sont meilleurs, ils jugent les autres. Donc il faut enlever tout ça. Il faut être neutre. Je vous conseille d'être neutre et puis d'être inspiré. Et puis voilà, puis ça se trouve, tu vas tout de suite trouver ton truc. Il faut être fort dans une méthode, au moins. Mais très fort. Genre, c'est ma passion. Et vous allez devenir fort. Au moins une. Je sais pas laquelle. Il y a d'autres questions? Préparez-en, profitez-en, oui. Du coup, tu nous as parlé de chromosomes, de cellules, de plein de choses. À la fin, j'étais un peu brouillé. Ta manière du coup d'impacter le patient, ça passe que par des ajustements ou tu as utilisé d'autres manières, par exemple Non, alors, j'ai pas expliqué comment je faisais. Il y a des techniques où tu testes. Tu as des tubes électromagnétiques, tu as des visors de lumière avec alors, chaque chromosome a une émission de photons, biophotons, dans les nanometers. Donc 393, 394. Et ton corps va réagir quand il est fait par rapport à ça. Et après, tu dois avoir trouvé l'accès. C'est la kinésiologie avancée. Et après, donc tu dois respecter un protocole pour re-switcher ça dans le level 2, après level 1, et tu trouves tout de suite le corps y colle. C'est un peu simple ce que je dis, mais donc c'est des tests physiologiques qui te le déterminent. Tu fais pas, et tu as des réponses encore. Et si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu ne trouves pas la porte d'accès. Tu peux perdre 1 heure à trouver le truc. C'est pas, non, je déconne, mais c'est pas OK. Mais en fin de compte, j'ai écrit les trucs où c'est, tu regardes ça, et c'est comme un pilote dans un avion, avant l'avion départ, il a 47 petits trucs à regarder avant que l'avion démarre. Tu as une checklist. Et la checklist, elle est importante. Et dans Avec du testing. Oui, alors, ouais, mais en fin de compte, ça va vachement vite parce que, bon, moi, je le fais. Mais en fin de compte, tout est écrit. Donc après, si j'oublie, ah oui, celui-là. Et tout de suite, je teste, ah, boum. En fin de compte, la science, les connaissances sont là. Dans tous les domaines de la science. Mais après, comment tu les sers pour aider cette personne dans le level 1, level 2, level 3 ? C'est ça un peu le secret. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Il faut venir au workshop. Non, l'ajustement, il peut y en avoir 3 dans la journée, dans la séance. Tu peux passer du coq à l'âne. C'est un labyrinthe. Je peux passer d'un atlas à ça, à un crânien catégorie 2 intraoral right frontal, où je vais passer à un ajustement TBM, à un truc dans le chromosome, à repasser par un truc émotionnel, en repassant par un autre ajustement. Non, mais tu n'as pas le choix. C'est la séquence pour le patient. C'est personnalisé à chaque fois. C'est personnalisé, mais on est une espèce humaine, donc on a... Il y a une universal intelligence qui quand même, comme la science, ça se regroupe. On est des humains. Donc il y a comme des trucs qui se recoupent à 80%. Donc tu ne sais pas être là-bas, ça va être là. Mais tout est écrit. Si je vous les montre, vous direz, ah ouais. Mais c'est... Et donc pour n'importe quoi. N'importe quoi de diagnostic médical. J'en ai 812. OK. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a... Le diagnostic médical n'est pas forcément le problème. Une thrombocypénia, vous savez ce que c'est? Un low platelet count. Donc thrombocypénia purpura, vous connaissez la maladie? Chez les enfants souvent? C'est-à-dire que tout d'un coup, les platelets qui sont à 1000, 2000 descendent. Donc on fait de 1 à 25 pour ne pas faire les 1000. Mais si tu es en dessous de 25, tu vas mourir. Vous connaissez qu'il n'y a plus de les plaquettes en français. Eh bien, en fin de compte, j'ai eu un bébé il y a 1 an. Non, pas un bébé, un jeune de 3 ans. Il pissait du sang tellement que son lit était rempli de sang. Il se brousse de partout. Il était à l'hôpital, thrombocypénia. 1. En dessous de 25, tu peux mourir. Il avait 1.
Il pissait le sang tellement c'était hémorragique. OK? On a un protocole pour ça. OK? Il était corrigé en 3 semaines. Mais le secret, vous savez ce que c'est? C'est le lait de jument. Vous lui donnez du lait de jument tout de suite. Parce que c'est mon oncle Patrick qui me l'a appris. Parce que ma cousine, quand elle était toute petite, elle a eu ça, et c'était une vieille médecin pédiatre qui lui avait dit « Donne du lait de jument à ta fille », elle, ça l'avait sauvée. Donc, number one, tu donnes du lait de jument si quelqu'un a une thrombocytopénie purpura. Maintenant, les gens qui ont des thrombocytopénie purpura à cause de ce qui s'est passé les 4 dernières années. Il y a un gros problème de thrombocytopénie purpura ou thrombocytopénie. C'est compliqué, ça a plutôt un problème immunologique. Mais pour cet enfant, donc, il y a un switch pour les platelets. Et Dr. Victor Frank, il l'a trouvé. What? Il y a un switch dans le corps. Tu fais tac, 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 poum. Alors, il y avait aussi cette méthode par les anciens kinésiologues. C'était chemistry reset. Vous connaissez? Tu as un problème de cholestérol, un problème d'uric acid, tu as un problème le sang, il est complètement perturbé, ça va pas, les gens ne savent pas quoi faire. Tu fais chemistry reset, c'est une technique. Tu refais tes sanguins et ça redevient normal. Ça s'appelle chemistry reset. Moi, je l'ai vu sur plein de gens. Alors après, moi, chemistry reset, je veux savoir ce qui s'est passé, les immunoglobulines, les trucs, et savoir pourquoi. Mais si juste faisant cette technique, qui est une vieille technique AK, mais c'est du délire. C'est du délire. Donc, le corps est switch off. Il est switch off. Alors après, pourquoi pas? Parfois, on ne sait pas. You switching on. You need to learn it. Ça peut sauver une personne. Ça suffit. Ça s'appelle Chemistry Reset AK. Alors, il y a plein de trucs comme ça qui sont perdus dans les bouquins. C'est nul. C'est nul. À l'école, vous devez tout apprendre tout ça. En chiropraxie à Life West, je me souviens encore parce que j'étais dernière année d'études. Moi, je faisais assez Gonstead à la clinique parce que bon, Network, j'avais dû, c'était pas. Bref, et il y avait une fille qui faisait du NUCA. NUCA, c'est la technique post-cervicale avec les mains comme ça. Et c'était une copine qui faisait Network avec moi, mais elle faisait du NUCA à la clinique. Et nous, aux États-Unis, on est Primary Healthcare Provider, on est docteur aux États-Unis. Moi, j'étais docteur of chiropractic, on fait les tests sanguins, les radios devant les patients. On fait nos propres tests sanguins et nos radios, nous, aux États-Unis. OK, on était Primary Healthcare Provider, on est toujours. Et donc, on faisait les radios, et elle avait leucémie, cette femme. Et avec le NUCA, elle a corrigé la leucémie. Elle était étudiante en 5e année. Moi, je l'ai vu, j'étais là, putain, c'est cool ta technique. Mais parce qu'on faisait les tests. La chiropraxie, c'est ça. Alors après, il faut savoir ce que tu fais. Elle était très forte en NUCA. T'es nul en NUCA. Et donc, j'ai pas voulu chercher. Peut-être que j'aurais dû. Mais bon, donc voilà. Donc, mais je vous donne des exemples. Mais alors, il y a toujours anecdotal, oui. C'est pour ça qu'on fait la recherche. Parce que la recherche, c'est pas traiter les maladies. On n'est pas là pour ça. On est là pour récupérer les gens et les remettre en fonction dans différents plans de leur vie et libérer ce qui s'est bloqué dans l'ADN, dans les 98% qui ont bloqué l'épigénétique. Donc, Bruce Lipton, il est très fort pour t'expliquer tout ça. Et on va faire un jour un truc ensemble, j'espère, et Heidi. Et donc, c'est pour vous dire que ça, c'est des niveaux très extrêmes, mais à la base, vous devez être très fort dans ce que c'est qu'une subluxation physique ou énergétique et biochimique, et comprendre qu'en fin de compte, c'est une histoire de reprogrammation et de reconnecter les choses pour que le corps puisse repartir. Et que peut-être que vous avez seulement 40% d'aide de cette personne. Mais c'est mieux que rien. Peut-être que vous pouvez jusqu'à aider mieux que 40%, peut-être 100% parfois, parfois 10%. Mais vous allez tout faire pour les aider. On ne peut pas gérer le reste. Mais c'est incroyable parce que quand vous faites ça, les gens ils sont très 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 contents. Parce qu'ils savent ce qui se passe et ils ont vécu des choses et ils sont libérés à différents plans de leurs problèmes et même parfois ils guérissent complètement. Même très souvent. Ok. Et voilà, par la chance de la vie et par des choses qu'on ne contrôle pas. Dernière question. Tu l'as déjà dit, mais est-ce que ta technique et tous tes protocoles, tu les appliques sur les animaux aussi? Non, non, alors ça c'est pour les êtres... le même protocole, c'est pour lire les chevaux. Ok. Donc je l'ai fait pour le sport.
Donc je peux lire les mecs de Formule 1 là, ou les sportifs, savoir à quel niveau ils sont. En fin de compte, le subconscient te donne tout. Donc j'ai créé des chiffres, c'est par les chiffres. Et par les chevaux, donc les chevaux, j'ai un système, mais je peux lire les chevaux de leur performance avant même que les gens y savent. Les chevaux voyagent dans le temps, ils sont psychiques. Donc tu les testes et tu fais ça. Donc ça fait 13 ans que je le fais et donc les gens m'emploient, pas seulement pour traiter les chevaux, mais pour savoir ce que je vois sur les chevaux. Et la technique, elle est pareille, c'est lire, parce que le cheval ne peut pas te parler. Donc en fin de compte, le truc c'est le protocole marche pour tout le monde. Donc tu peux lire la séquence, comment tu vas l'aider. Et comme, sinon c'est la palpation, c'est machin, c'est les vétérinaires, c'est le lameness. Oui, bah, mais en fin de compte, ça fait 13 ans que je le fais sur des centaines de chevaux par semaine. Et en fin de compte, oui. Et donc là, j'ai une histoire avec un vétérinaire, c'est le Supervet. Le Supervet, c'est un des plus grands vétérinaires sur Terre. Il a le YouTube everywhere, c'est un Irlandais, un mec extraordinaire. Millions de gens le suivent dans le monde entier. Et je l'ai rencontré par hasard il y a 2 semaines, encore il y a 2 semaines, parce qu'il y avait un chien d'un ami qui souffrait terriblement d'une mélodiscopathie là, et c'est un Dalmatien, donc c'est congénital un peu, il a les jambes par arrière qui partent, et il voulait absolument que j'ajuste, pas le vétérinaire, la personne. Et je lui ai dit, ben moi il est tellement dangereux ton chien, parce qu'il était assez dangereux, je lui ai dit, il faut l'anesthésier parce que j'ai trop peur qu'il me morde, il est assez dangereux ton chien. Donc c'est ton chien, je le connais bien, mais il n'est pas cool. Et tout le monde le sait. Donc je lui ai dit, écoute, si tu l'as essayé, puis il ne marchait plus, et je lui ai dit, écoute, si ton vet vient, ton vétérinaire, je voudrais voir garder, et voilà. Donc lui, il est venu, et donc il m'a regardé. Et quand j'ai checké le chien m'a dit, tu m'ajustes pas. Alors j'étais OK. Et en fin de compte, il avait Lyme disease. Il avait Lyme disease, et le vétérinaire, il me regarde. Alors lui, et c'est un génie, c'est un des génies sur Terre de vétérinaire. C'est un neurosurgeon, un vétérinaire qui fait des podcasts mondiaux. C'est un truc super sympa, irlandais, relax. Et le mec, il me regarde avec mes tubes et mes machins, et il me dit, essaie les 2 tubes là, dans ta boîte, là, mets-les sur le chien. Alors il y avait un lymphocyte avec un machin, un truc. Et tout d'un coup, le chien, il me dit, non, je vois ce que tu veux faire en train de faire. On a passé 1 heure ensemble sur le chien. Et le mec, c'est un génie, donc il est complètement ailleurs, mais c'est un neurosurgeon. Et il est incroyable. Et donc, en fin de compte, le chien nous a montré, mais je n'avais pas pensé à plein de trucs. Il m'a ouvert l'esprit. Alors là, j'étais complètement bouleversé, parce que j'avais mes trucs, mais il m'a dit non, tu fais ça à l'envers, vas-y, et tout d'un coup, paf, on a l'accès dans le chien. On a passé 1 heure. Et en fin de compte, on a trouvé un protocole métabolique et biochimique pour l'aider. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est un super vet. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, lui, il est hyper open dans son esprit, mais en fin de compte, tu sais, on pense qu'il a la discopathie, mélopathie de la moelle épinière dans les lombaires, mais en fin de compte, est-ce que c'est ça son problème? Au-delà de la... Est-ce qu'on va l'aider? Je ne sais pas encore. Mais si, là, il a vraiment le Lyme disease, et après, il y a des marqueurs, mais c'est compliqué à trouver, le Lyme disease, dans les tests sanguins. Le Melissa test, mais c'est... OK, false positive, false negative. Donc c'est pour te dire, pour les animaux, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est une lecture, pas au-delà du traitement, c'est une lecture aussi pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est des chevaux de course. Et du coup, est-ce que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas tout l'aspect mental qui rentre en jeu? Il n'y a aucun mental dans ce que je fais sur les gens. Il n'y a rien de mental dans les gens. Mais est-ce que, C'est la connaissance. Mais comme la connaissance de l'anatomie, la physiologie du cheval. oui, ce que je veux dire, est-ce qu'un humain, ça. Enfin, je sais pas comment je vais tourner ma question, mais ça se crée un peu des problèmes avec le mental et tout devient plus compliqué, alors qu'un animal, c'est tellement. Ah non, oui. Ils ont pas. Ah non, ils ont pas. Dans les chiens, les chiens ou les animaux. Oui, non, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Oui, non, on n'a pas ces complications. Mais ils ont des traumatismes émotionnels. Mais c'est souvent qu'ils sont à 4 pattes et c'est compliqué les 4 pattes. Les compensations sont incroyables dans un animal. Donc, puis après, c'est les athlètes. Puis après, il y a. Ils sont en prison quand même aussi dans des cages. Enfin, il y a tout un phénomène aussi de tension, de pression. Puis ils sont aussi aimés, mais c'est pas. Et puis parfois, ils veulent un copain dans la pièce avec eux. Moi, je dis, c'est quoi mon problème de mon cheval? Ben, il voudrait une chèvre avec lui.
dans la cage, dans le box. Non, mais tu sais, parfois, c'est pas ce qu'on pense. An unhappy horse will not perform. They need to be happy. Ils ont besoin d'être heureux. Number one. Puis après, tu peux les aider. En chiropraxie, on est très fort. Et la performance, après, c'est autre chose. C'est le respiratoire, cardiaque. C'est l'énergie. Parce que ce n'est pas la mobilité mécanique. Ça va être le système cardiaque et respiratoire chez les chevaux. Qui est là, avec une bonne génétique et bon entraînement. Et pas les mettre dans le rouge. Parce qu'en fin de compte, ils les poussent trop. Voilà. Merci beaucoup pour cette dernière question. On est sur la fin de la conf. Est-ce que ça vous a intéressé? C'était... je parlais trop vite? Ok. Bon. Je pense beaucoup d'informations. Ça va nous prendre du temps à... C'est possible d'apprendre tout ça, mais il y a des techniques à apprendre avant. Et c'est possible et c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il y a de l'information, mais comme vous allez à l'école, vous apprenez plein de trucs et après vous en foutez. Mais à fin de compte, il y a plein de trucs intéressants. Mais il faut avoir l'esprit ouvert sur les concepts de 5 levels of healing. Parce que tout le monde a vécu des choses à différents plans sur ça dans sa vie, j'imagine, ou l'a observé ou connaît quelqu'un. C'est pas possible, enfin j'imagine. Et donc voilà. Donc pour conclure sur ça, un petit mot sur les carnets qu'a fait Sigma. Donc c'est fait pour écrire dessus déjà et pour soutenir l'assaut aussi. Donc, il y a un stand là-bas où on les vend avec un petit flash Hello Asso. Donc c'est 15 € et vous avez le soutien de l'assaut et de quoi écrire des précieuses informations comme ce soir. Ça va? Ouais, c'est bien. Ensuite, remercier les présents. Merci Jérôme. On peut faire un dernier. Merci. Le workshop de demain avec Jérôme, il doit rester peut-être 1 ou 2 places. Il y a déjà des places qui sont parties. Si jamais des derniers hésitent, venez. Voilà, ramenez votre matériel comme un séminaire pour ramener votre matos, normal. Prochain séminaire organisé par Sigma, c'est Best à Toulouse. Le week-end du 9-10. Voilà. Il y a peu de place. Il y a peu de place. Et ensuite, on a les organisés Marie.